Bonjour, cher ami. Joyeuse Pâques à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui au nom de la plateforme d'action Laudato Si pour notre webinaire intitulé Ce que signifie vraiment une transition juste pour les catholiques, planète, économie et soins des plus démunis. Je m'appelle Emmanuel Chiang et je suis chargé de mission pour le Moyen-Orient, la Méditerranée, les migrations et l'écologie intégrale au sein de VIS, le Service volontaire international pour le développement. VIS est une organisation non gouvernementale engagée dans la coopération au développement, la solidarité internationale, ainsi que dans la sensibilisation, l'éducation et la formation en matière de développement durable et de citoyenneté mondiale. Je suis également membre du secteur des organisations et groupes partenaires de la plateforme d'action Laudato Si. J'aurai le plaisir d'animer notre rencontre aujourd'hui. Avant de commencer, je vous invite chaleureusement à vous présenter dans le chat, indiquer votre nom, le lieu depuis lequel vous nous rejoignez, ainsi que la paroisse, le diocèse, l'école ou l'organisation à laquelle vous êtes lié. Si vous souhaitez suivre ce webinaire en espagnol, en italien, en français ou en portugais, c'est possible. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Interprétation en bas de votre écran et de sélectionner la langue de votre choix. À un moment du programme, nous aurons une intervention en portugais, puis une autre en espagnol. Cette session est enregistrée et la vidéo sera disponible la semaine prochaine sur le tableau de bord de la plateforme d'action Laudato Si. Si vous possédez déjà un compte, vous pourrez y accéder directement. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la plateforme, nous vous encourageons vivement à le faire. Les liens d'inscription seront partagés ci-dessous. Enfin, nous souhaitons que cet espace soit un lieu d'accueil et de fraternité. Merci de garder des échanges bienveillants et respectueux dans le chat. Lors de votre inscription, vous avez accepté nos règles de bonne conduite en ligne. Nous partagerons à nouveau le lien dans le chat si vous souhaitez le consulter. Merci beaucoup de contribuer à faire de ce moment un espace de soins, de dialogue et de communion. Si une question vous vient à l'esprit pendant cette rencontre, vous pouvez, n'attendez pas la fin. Vous pouvez cliquer à tout moment sur le bouton questions-réponses en bas de votre écran et nous l'envoyer. Nous répondrons à autant de questions que possible avant la clôture. Un petit rappel, les questions publiées dans le chat risquent de se perdre dans le fil de la conversation. Merci donc d'utiliser l'espace questions-réponses pour les questions auxquelles vous souhaitez une réponse. Voici le déroulement de notre session aujourd'hui. Nous allons commencer par un temps de prière. Après quelques annonces concernant la semaine Laudato Si, nous entrerons dans le cœur de notre rencontre. Trois courtes interventions nous offriront des réflexions fortes sur ce que signifie réellement une transition juste. Nous vivrons ensuite un dialogue riche, enraciné dans Laudato Si, autour de cette conviction, un changement durable qui doit protéger les travailleurs, les communautés, notre maison commune et les plus pauvres. Nous verrons également comment chacune et chacun peut répondre concrètement à cet appel à travers son plan de Laudato Si. Un merci particulier à The Economy of Francesco, partenaire sectoriel de la plateforme, pour son soutien dans la préparation de cet événement. Avant de poursuivre, commençons par la prière. Merci Seigneur d'être avec nous chaque jour. Encourage-nous, nous t'en prions dans notre combat pour la justice, l'amour et la paix. Remplis-nous de paix, afin que nous vivions comme frères et sœurs, sans nuire à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre, si précieux à tes yeux. Apporte la guérison à nos vies, afin que nous protégions le monde au lieu de l'exploiter, afin que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche le cœur de ceux qui ne cherchent que le profit, aux dépens des pauvres et de la terre. Apprends-nous à découvrir la valeur de toutes choses, à nous laisser remplir d'émerveillement et de contemplation, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur ce chemin vers ta lumière infinie. Merci Seigneur d'être avec nous chaque jour. Encourage-nous, nous t'en prions, dans notre combat pour la justice, l'amour et la paix. Avant de donner la parole à nos intervenants, j'aimerais partager avec vous quelques annonces concernant la semaine Laudato Si 2026. Chaque année, la semaine Laudato Si invite l'Église à passer de la réflexion à l'action. Mais cette année, en communion avec les catholiques du monde entier, nous lançons un appel encore plus concret et intentionnel. Nous sommes très heureux d'annoncer que l'appel central de la semaine Laudato Si 2026 sera poser une action concrète pour l'écologie intégrale et la documenter sur la plateforme d'action Laudato Si. Du 17 au 24 mai, les catholiques du monde entier seront invités à choisir puis réaliser une action concrète. Une fois celle-ci accomplie, ils seront encouragés à l'indiquer comme réalisé sur la page Mes actions de la plateforme. Cet effort collectif permettra de rendre plus visible la réponse mondiale de l'Église, tout en renforçant notre sens partagé de la mission et de la participation. Au nom de la plateforme d'action Laudato Si et du Dicaster pour le service du développement humain intégral, nous vous invitons fortement à prendre part à cette démarche. En tant que participante de la plateforme et participants, vous faites déjà partie de ce chemin. Nous vous invitons maintenant à vous préparer et à discerner l'action que vous poserez. Le 23 mai, nous vous invitons également à participer à l'événement principal de la semaine Laudato Si, intitulé 2026 Creation Care Commissioning Event, organisé par le mouvement Laudato Si et la plateforme d'action Laudato Si avec le soutien du Dicaster pour le service du développement humain intégral. Ce sera un rassemblement en ligne pour renouveler votre engagement, retrouver d'autres acteurs de changement et être envoyé en mission. J'ai maintenant l'immense plaisir de vous présenter notre première intervenante, Tatiana Vasconcelos Fleming Machado, de Economio Francesco. Tatiana est doctorante en économie à l'Université fédérale de Rio de Janeiro et assistante de recherche au sein du groupe Industrie et Compétitivité. Elle est membre de The Economy of Francesco depuis 2019. Elle est titulaire d'un master en développement économique de l'Institut Économie de l'Université d'État de Campinas, d'une licence en économie de l'Université fédérale de Juiz de Fora, avec un séjour académique à l'Université d'Evora au Portugal, ainsi qu'une spécialisation en intelligence économique de l'Université pontificale catholique de Rio de Janeiro. Tatiana, merci de votre présence parmi nous. La parole est à vous. Merci beaucoup. Merci, merci à tous. Merci Laudato Si de cette opportunité de pouvoir parler avec vous d'un thème qui est très important
J'aimerais bien saluer mes collègues dans ce webinaire et que nous puissions passer ce moment d'apprentissage ensemble. J'aimerais bien aussi remercier l'économie de Francesco pour avoir aidé ma recherche, pour m'avoir donné un espace de fraternité et un espace d'échange intellectuel avec d'autres chercheurs pour pouvoir lutter contre l'inégalité et les injustices sociales. Pour commencer, nous devons comprendre qu'est-ce qu'une transition juste signifie. Le terme transition juste est associé avec une idée de garantir et créer des travails euh, plus justes. Il y a une transition climatique qui avance et les coûts montent aussi. Les travailleurs sont les premiers affectés de ça. Avec cette transition juste, sans exploiter des travailleurs, c'est ça ce que signifie une transition juste. Le capital, le capital humain signifie un 64% de la richesse mondiale, mais avec le changement climatique, il pourrait avoir une augmentation de vulnérabilité pour ces travailleurs. Il faut d'accord trouver des méthodes d'adaptation pour ces travailleurs et trouver des politiques pour trouver une transition juste pour le travail. Le terme transition juste n'est pas nouvelle. Ils viennent d'accords transfrontaliers qui viennent du XXe siècle à nos jours. Nous parlons ici d'une triade de transition juste qui connecte la croissance économique, la préservation de l'environnement et l'inclusion sociale. Il faut institutionnaliser le fait d'avoir cette transition juste et le marché du travail. C'est important de savoir qu'une transition juste ne dépend pas uniquement du travail. Les technologies vertes sont l'un des facteurs qui doivent être combinés à la montée de compétences de la main-d'œuvre. Les relations entre la technologie et le travail sera éventuellement si une métrique pour voir si la transition est juste ou pas. Les technologies vertes ont tendance à absorber une main-d'œuvre qualifiée importante. C'est pour ça que c'est important. Le nombre de travail considérés verts aussi augmenteront avec le temps. C'est pour ça qu'il sera nécessaire de requalifier et de former les travailleurs pour qu'ils soient intégrés dans des secteurs productifs et qui produisent de faibles émissions de carbone. Il y a des estimations que beaucoup de travail vont apparaître avec le temps grâce aux nouvelles technologies, nouveaux systèmes verts qui apparaissent. Mais nous devons quand même avoir des travailleurs qualifiés pour ces nouveaux travail dans des pays en voie de développement. C'est pour ça que, une transition climatique juste est une opportunité aussi de développement économique, mais nécessitera une action substantielle
de la part des acteurs économiques pour qu'elle fonctionne correctement. Avant de parler de Rio et des exemples, c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est une qualité de travail et quels sont les points que nous devons améliorer pour avoir cette transition juste. Nous parlons d'égalité dans le travail, des qualités. Il y a quelques approches qui sont différentes. La première est une approche subjective qui, l'objectif principal, c'est la qualité de vie au travail perçue par le travailleur. Cette qualité de vie au travail est un terme un peu abstrait qui va changer selon les perceptions. Pour cette raison, cette approche est un peu critisée car elle peut être considérée très changeante selon la perception de la personne. De l'autre côté, une approche objective est plutôt axée sur la qualité du travail et la qualité de l'emploi, comme l'éducation, compétences, expérience, salaire, et qui peut être décrit comme la qualité du travail et qui peut changer, améliorer avec le temps. Pour pouvoir éviter cette approche subjective, mon travail se base sur la qualité du travail et la qualité du travailleur dans l'industrie pour pouvoir trouver cette transition juste. C'est important de savoir que je parle de l'industrie en général dans des pays en voie de développement où leur industrie n'est pas productive, voire stagnante. Un des défis les plus grands pour pouvoir augmenter ce travail dans ces pays en voie de développement est de pouvoir augmenter euh, les compétences en ingénierie et technique, qui fait partie des 4 points qui sont importants pour pouvoir avancer, améliorer cette industrie dans les pays en voie de développement. La première étant les compétences en ingénierie et technique. Ce sont, par exemple, conception et construction de technologies. Nous avons des compétences scientifiques pour la recherche fondamentale, des analyses de données climatiques. En troisième place, gestion des opérations pour une adaptation de processus et de produits. Et en quatrième, des compétences de suivi pour évaluer et conformer, trouver la conformité des technologies. Ces skills verts sont très importants de se faire développer, surtout dans ces pays qui en ont besoin, car elles vont faire partie importante de cette transition juste. Un autre défi pour les pays en développement, pour avoir une transition juste, c'est que la main-d'œuvre est dans une qualité très basse, une qualité de travail très basse, presque stagnante. Et ça peut se voir dans les quotas de productivité. Mais comment surmonter ce défi? Nous pouvons du coup augmenter les investissements dans la qualité des travailleurs.
Comme les professeurs Stiglitz et Kodlitz ont dit, cette transition peut être une opportunité pour des pays pour investir dans des énergies vertes et réaliser une transformation structurelle. Ça ne veut pas dire de tout mettre, d'investir tout l'argent dans cette industrie, mais ce sont des zones qui n'ont pas été développées depuis des années et qui sont dans un état très déplorable. Ces industries, ces investissements devraient venir de fonds publics et privés pour avoir une efficacité maximale. C'est important de trouver les points qui sont à développer pour pouvoir développer l'industrie dans son total. Le défi serait surtout de pouvoir construire ces politiques publiques et privées dans les pays en voie de développement. Il y a souvent une différence entre macroéconomique et microéconomique, mais c'est important de noter l'importance des fonds d'investissement des banques nationales de développement qui facilitent l'accès au crédit, qui permettent l'importation d'équipements critiques et qui fournissent les capitaux pour qualifier la main-d'œuvre. Il y a beaucoup d'exemples de de ces projets de transition qui fonctionnent aujourd'hui, qui marchent aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui du projet en Amazonie, au Brésil, pour pouvoir réduire les coûts d'énergie et augmenter l'énergie verte, ce projet va aider à créer beaucoup de travail éthique, euh, d'ouvrir l'accès à l'électricité à des parties de la population qui sont démunies. Amazonia Lagao est maintenant fait partie et est présent dans 60% du territoire au Brésil. C'est un numéro historique, c'est le numéro le plus grand du projet de développement vert jusqu'à maintenant au Brésil. 15 millions de nouveaux emplois dans le secteur des énergies propres sont prévus en Amérique latine et les Caraïbes d'ici 2030. L'investissement total sont 627,7 millions de dollars, avec un plus de 400 millions d'investissements qui sont donnés par le gouvernement brésilien grâce à ces programmes et comme je vous l'ai dit antérieurement, grâce aux investissements privés et publics, ces projets sont réalisables. Nous avons aussi pu recevoir 100 millions d'un prêt de la Banque mondiale pour pouvoir se munir d'infrastructures. J'espère que ma courte présentation a pu vous faire voir l'idée de ce projet et de comment cette transition juste fonctionne, se met en route. Et c'est important de connecter cette adaptation au changement climatique, ce qui est énergie verte, décarbonation, avec l'équité sociale
en perfectionnant les compétences, les emplois et la qualité de la main-d'œuvre. Car il est urgent de perfectionner ces compétences de main-d'œuvre dans des pays en développement, car les mécanismes sont nécessaires pour prévenir une aggravation des inégalités sociales présentes dans ces pays. Le marché du travail aussi doit être connecté et doit aller pair à pair, en parallèle avec le gouvernement pour réaliser ces politiques euh, qui soient justes pour les travailleurs et pour qu'ils aient... Merci à tous de m'avoir écouté. Encore une fois, je voudrais bien remercier Lagdot aussi pour l'invitation et de vous parler de ce thème qui me prend à cœur. Merci beaucoup. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter Adriana Gomez Chico Spamer, membre du comité scientifique de The Economy of Francesco. Depuis plus de 20 ans, elle collabore avec des organisations et des entreprises de l'économie sociale et solidaire en favorisant la coopération entre sociétés civiles, entreprises privées, universités et gouvernements. Depuis 2024, elle coordonne le groupe de promotion de l'économie sociale, un espace interinstitutionnel qui promeut l'économie sociale comme approche productive de réduction de la pauvreté et des inégalités. Elle est conseillère académique au Centre international de recherche sur l'économie sociale et solidaire et membre du comité scientifique de The Economy of Francesco. Elle est diplômée en économie, titulaire de deux masters, l'un en évaluation socio-économique de projets d'investissement, l'autre en gestion des entreprises de l'économie sociale. Elle poursuit actuellement un doctorat en sciences économiques et administratives. Adriana, merci d'être ici avec nous. Nous vous écoutons avec attention. Merci beaucoup. Bonjour, merci à tous. Merci pour l'invitation. Merci à Laudato aussi, la plateforme d'action de cette invitation à ce webinaire. J'aimerais bien aussi vous remercier de votre participation, d'être ici et vous intéresser à ces thèmes. C'est vraiment très important que vous soyez ici. Pour cette présentation, j'ai choisi ce titre Économie sociale et solidaire, une réponse aux cris de la terre et aux cris des pauvres. Surtout quand cette souffrance est vivante dans beaucoup de communautés pauvres en Amérique latine. C'est une des réponses que nous pouvons donner à ce problème. Une réponse qui est déjà en marche, mais qui n'est pas euh, à son maximum. L'économie sociale et solidaire euh, travaille en même temps entre le territoire, les valeurs fondamentales et les systèmes du marché. Euh, ces deux, euh, ces deux parties font une gouvernance organisationnelle territoriale. Cette économie sociale et solidaire peut être définie de plusieurs façons. Les entreprises sociales et solidaires sont des modèles alternatifs de faire de l'économie au service des gens et du bien-être des gens.
ce qui veut dire les entreprises sociales et solidaires produisent, distribuent, consomment et réinvestissent dans des énergies vertes et avec le respect des travailleurs. Les 6 principes fondamentaux de ce thème, qui est le cœur de cette économie sociale et solidaire, peut aussi être défini de différentes manières. Ici, nous avons 6 principes fondamentaux. J'ai mis en gras quelques aspects. En égalité, par exemple, nous avons reconnaître que chaque personne a une dignité et des droits égaux, ainsi comme favoriser l'égalité des chances, garantir la participation, l'accès à l'information et la transparence. Le travail est un élément central de la qualité de vie et de l'inclusion sociale. Le travail va au-delà de la simple notion d'emploi. Ce principe défend des conditions de travail dignes. Ce principe défend une rémunération juste aussi. La troisième aussi est la durabilité environnementale, basée sur la coopération, affirmer l'interdépendance entre l'activité économique et la nature, soutenir la préservation de la biodiversité, la réduction des déchets, les énergies. Nous avons la coopération en quatrième, qui privilégie la collaboration plutôt que la concurrence au sein des organisations comme entre elles, encourage la coopération à l'échelle locale, nationale et internationale. Une finalité en cinquième place orientée par une mission, des activités économiques qui visent le développement humain et social et non l'accumulation du capital, des bénéfices réinvestis, redistribués pour pérenniser les initiatives et soutenir des projets sociaux. Le profit aussi est un moyen au service du bien commun, mais c'est évidemment ce qui peut nous faire survivre. Et finalement, en sixième place, un engagement envers la communauté qui contribue au développement durable des territoires, qui défend aussi le principe de penser globalement, agir localement en reliant les actions à la transformation du monde. Nous, en général, nous consommons, tout ce que nous achetons, c'est pour un prix, pour un profit. La solidarité sociale aussi veut dire donner sans chercher quelque chose en échange. Ça peut être de niveau communautaire, national ou international. Mais ils peuvent se comporter, les dynamiques peuvent changer selon les personnes et le marché peut changer aussi. Cette économie sociale et solidaire ont des modèles d'organisation qui génèrent des constructions et un management éthique, du travail éthique et dans une entreprise éthique. Les responsabilités aussi du pouvoir doivent être distribuées euh, aux structures euh, pour pouvoir coordonner de manière correcte. Euh, Cette gouvernance et ces modèles vont déterminer la répartition des responsabilités, du pouvoir, de la prise de décision, ainsi que des relations entre les personnes et les équipes. Nous évaluons dans un contexte qui appelle à des modèles centrés sur l'humain, qui favorisent le travail cognitif plutôt que le travail abstrait, ce qui veut dire des personnes qui apprennent, qui apportent leurs connaissances et disposent d'autonomie.
C'est important aussi d'avoir une gestion participative avec des équipes autogérées, une communication ouverte et de la coopération, ainsi comme une activation des savoirs, comprise comme la combinaison de la pensée, de l'émotion et de l'action. C'est au Chiapas, dans un état du Mexique aussi très proche de mon cœur, ou à Celtal, qui s'appelle Jomolatel, qui veut dire ensemble nous travaillons, ensemble nous rêvons. C'est c'est des organisations de base qui se sont unies pour pouvoir créer ce mouvement qui est né de besoins locaux et grâce aux organisations de base. Elle tire du parti du potentiel naturel et culturel du territoire. Il renforce la solidarité et l'harmonie du peuple tseltal. Ils se concentrent, ils mettent l'accent sur la durabilité, l'efficacité, la croissance à l'échelle régionale, nationale et internationale. Et ils cherchent fermer, boucler le cycle économique de la production euh, en réinvestissant leur, en réinvestissant ce qu'ils gagnaient pour pouvoir les donner au profit de la consommation communautaire. Ça sonne très facile à faire, mais ce n'est pas du tout. C'est une décision qui doit se faire à plusieurs et qui nécessite beaucoup de temps et de rassemblement. Nous pouvons aussi voir les procès économiques et les produits qui sont produits par ces organisations qui se sont unies, comme on peut voir pour les femmes Tseltsal qui produisent du savon, des lotions faites à main. Nous avons aussi les familles de la communauté qui font du miel organique, du café organique et de la microfinance. Et éventuellement les travailleurs de Yomolatel qui ensemble ont des cafetières, des cafés comme Capeltic. C'est un exemple. Si vous êtes intéressé et si vous parlez, et c'est des podcasts en espagnol qui parlent d'économie sociale. Si vous parlez en espagnol, je vous invite à écouter ces podcasts qui sont très intéressants et qui donnent beaucoup d'exemples de cette économie sociale et solidaire. J'aimerais bien, j'ai un appel à l'action pour vous et pour moi-même. Comme je le dis antérieurement, les systèmes de marché, on les connaît déjà. Nous achetons et nous consommions tous les jours. Est-ce que on est responsable en consommant? Peut-être le problème vient de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que on peut voir cette équité sociale et solidaire dans ce que nous achetons? C'est possible de repenser notre consommation et d'améliorer cette consommation. C'est ça ce que veut dire une transition juste aussi. Rappelez-vous qu'il y a toujours une réponse au cri de la terre et au cri des démunis. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation et merci à Economio de Francesco pour être ici avec nous, en nous montrant que, en effet, une autre économie est possible et nous devons nous battre pour pouvoir l'atteindre. Maintenant, nous arrivons à notre dernier intervenant aujourd'hui, qui est Alberto Brugaro La Salvo. Alberto Salvo est économiste de l'environnement
et chercheur en sciences sociales comportementales à l'Université nationale de Singapour. Ses travaux actuels portent sur la sensibilisation du public face aux crises climatiques, de la biodiversité et de la pollution plastique, sur la responsabilité environnementale personnelle et sur l'action individuelle. Il est titulaire d'une chaire du doyen au département d'économie de la Faculté des arts et sciences sociales, où il enseigne l'économie et les politiques environnementales. Il siège également au Conseil universitaire pour la durabilité et l'action climatique et dirige les recherches en sciences sociales au Bezos Center for Sustainable Protein. En dehors de l'Université nationale de Singapour, il est coéditeur du Journal of the Association of Environmental and Research Economists et membre du conseil éditorial du Journal of Environmental Economics and Management. Alberto, merci de nous aider à approfondir la réflexion sur les actions concrètes que chacun peut entreprendre. La parole est à vous. Merci beaucoup. Merci Emanuela, merci à tous pour l'opportunité incroyable d'être ici avec vous, avec ce public incroyable. Je vais vous montrer mon écran maintenant, ma présentation. Comme Adriana et Tatiana, qui ont parlé sur l'importance de penser aux travailleurs et aux transitions justes, comme Adriana qui nous a parlé des types d'économies qui sont possibles. Moi, je vais vous parler de quelque chose de très complémentaire avec ces thèmes. Je ne vais pas vous parler d'économie, mais je vais vous travailler des relations avec les travailleurs en venant moi-même, en étant moi-même un migrant. C'était aussi un témoignage personnel. Ce qui est différent entre Tatiana et Adriana et mon discours, que leurs 10 minutes de présentation se sont basées sur comment changer cette économie qui sont concentrées sur les gens et sur le but. Moi, je vais vous parler surtout sur le point de vue du travailleur. Je veux aussi vous dire une précision au préalable que les opinions exprimées ici sont les miennes et pas non celles des plateformes avec lesquelles je travaille. Vous pouvez les voir en haut à droite. Je suis économiste et catholique. Je fais partie de la paroisse euh, de la Croix du Saint-Esprit au Singapour. Je suis immigré depuis ma naissance. Je viens de l'Amérique du Sud, mais j'ai pu vivre dans plusieurs continents, comme en Europe, en Amérique du Nord, en Asie. Au-delà d'une famille internationale, je suis aussi universitaire avec un parcours académique. Je suis catholique. Un point que je voulais aussi dire, c'est que Laudato Si a approfondi ma foi de manière incroyable avec cet appel à l'action qui, euh, qui a changé ma vision des choses et ma vision de l'être humain. Et c'est grâce à cette évolution de l'Église de passer à l'action que je suis ici en train de vous parler. On peut dire, sans exagérer, que je fais partie des 10% les plus émetteurs de polluants climatiques. De, je fais partie des personnes qui génèrent des polluants climatiques. Et je pense que c'est principalement dû au voyage en avion.
que je réalise actuellement. C'est pas lié à la consommation de bœuf, ni au déplacement de voiture, mais uniquement au voyage en avion. Je ne consomme plus de viande aujourd'hui et je me déplace pas en voiture, je prends les transports publics. Mais par contre, ce qui me fait vous dire que je fais partie des 10% des plus émetteurs de polluants est le fait que je voyage en avion. Mais en même temps, je suis aussi un citoyen qui cherche à jouer un rôle actif. Et je voulais vous montrer des infographiques qui vient, d'un, qui nous montre dans le axis horizontal, c'est des segments de population et combien de CO2 émettent ces pourcentages de population. On voit le, le moins 50%, 40%. Là, on peut voir, cette graphique nous montre un pourcentage de population et de émissions de CO2. Nous pouvons voir que, par exemple, 50% de de la population mondiale génère 1,4 de tonnes de CO2, mais 1% génère un numéro supérieur à 20-30% de CO2. Je pense que les chrétiens doivent s'y rester et maintenir comme gardiens de l'œuvre de Dieu. C- Je vais bien vous citer ce qu'a dit le pape François dans Laudato Si, qui dit le sol, l'eau, les montagnes, tout est, pour ainsi dire, une caresse de Dieu. Mon rêve un jour, ce serait que prendre soin de la création sera un acte politique, mais est-ce qu'on pourra le dépolariser? Ça veut dire qu'il faut vraiment prendre soin de notre maison commune, comme on prend soin de la nature, car ils vont évidemment ensemble. Le pape Léo nous a dit en 1er octobre 2025 aussi, il nous a illuminés avec ces phrases que j'essaie d'utiliser dans ma vie, qui dit comme ça, chacun dans la société, à travers les organisations non gouvernementales et les groupes de plaidoyer, doit faire pression sur les gouvernements afin qu'ils élaborent et appliquent des réglementations, des procédures et des contrôles plus rigoureux. Les citoyens doivent jouer un rôle actif dans la prise de décision politique au niveau national, régional et local. C'est un appel à l'action très clair. J'aimerais bien aussi vous dire quelles sont les tensions que je peux travailler, que je veux avoir en tant que travailleur. Ouais. Comme je vous dire, en Singapour, comme moi je pu voir l'inégalité, c'est par exemple, là je vous montre un magasin très euh, avec ce magasin qui est dans une rue très conclue, très populaire. Et je vous montre par exemple, les portes sont toujours ouvertes. Et dans la vidéo, Euh, j'essaye de fermer ces portes, mais ces portes étaient bloquées. Je ne pouvais pas les fermer. Je crois que c'était fait pour que les personnes soient invitées à rentrer parce qu'il y aura de l'air frais dedans, car en Philippines, en Singapour, il fait très chaud et humide. J'ai alors appelé le manager de, du magasin et j'ai demandé au manager si il sait ce qui se passe en ce moment avec la guerre en Iran et tout ça, et s'il avait pensé à
à acheter à investir dans des portes automatiques au lieu que dans ces portes qui s'ouvrent. Euh, et je vous dis ça parce que dans ce cas-là, ce manager a le pouvoir de changer les choses. Quand on demande des questions, quand on fait des demandes, on aussi, on montre qu'on est intéressé, on montre qu'on veut faire un changement. Par exemple, à la fin de la messe, si quand vous allez parler au père pour pouvoir lui dire merci pour la messe, ou prendre comme ça, ce serait la même dynamique pour, euh, pour un manager ou pour un patron. J'aimerais bien aussi vous montrer un voyage que j'ai réalisé. C'était un voyage très long de 4 semaines où je suis allé à Miami, à Chicago, à l'ouest de Lafayette, Atlanta, Madrid, en Rome, Bologne et Barcelone. Euh, j'ai réalisé tout ce voyage en avion. Alors, est-ce que ce voyage valait la peine? Pour moi, oui, parce que j'ai passé du temps avec ma mère, car comme je l'ai dit, je suis un immigrant, avec ma famille et avec mes deux fils aînés. Et j'ai aussi donné beaucoup de webinars et de conférences où j'ai pu parler à plus de 60 personnes sur des thèmes qui sont connectés à mon travail. Ça, c'est ce que ce voyage a représenté pour moi. Et en retournant, j'ai calculé quelles ont été les émissions de carbone que j'ai que j'ai fait avec ces voyages. Et je peux vous dire que j'ai généré à peu près 7,6 tonnes de CO2, ce qui fait plus ce que génère une personne en moyenne. Et tous les vols étaient en classe économique, je veux aussi pour le dire. Je voulais aussi. Est-ce que ce voyage valait la peine pour moi? Pour moi, je peux vous dire, il valait vraiment la peine. Mais est-ce que ce voyage valait la peine pour la société? C'est pas une réponse que je pourrais vous donner, moi. Je vais vous dire aussi que les avions, quand ils voyagent, ils génèrent pas uniquement du CO2, mais ils génèrent aussi d'autres polluants qui font du mal à notre Terre. Comme je veux vous dire, ces 9 voyages ont été productifs pour moi. C'est ici où j'ai pu calculer tous les tonnes de CO2 que ces voyages ont représenté. Est-ce que j'aurais pu réduire ces émissions? Ces émissions? Oui, j'aurais pu réduire ces émissions. Par exemple, en faisant des voyages plus directs, mais je ne pouvais pas car le temps ne me permet pas de le faire, alors ça a été un choix. J'aurais pu réduire de 1 tonne, par exemple, en changeant l'ordre des voyages. Si j'aurais pu prendre un business class, non, ça dépend. Si j'aurais fait ces 9 voyages, par exemple, en business class, mes émissions auraient monté à 27 tonnes de CO2. Alors, comme vous pouvez voir, même si vous générez des CO2, vous pouvez toujours trouver la manière de avoir un impact moins négatif. Et quel est l'impact marginal de prendre
Un avion, un voyage en avion. Il y a deux récits différents. Le premier est celui de la faible responsabilité individuelle, en prenant par exemple que l'avion décolle, de toute façon, autant être à bord. C'est un peu comparable à dire que la vache est déjà morte, ça, autant manger le bœuf. Dans l'autre narratif, qui a une forte responsabilité individuelle, c'est là où l'offre répond à la demande, que c'est plutôt des personnes comme moi qui voyagent souvent et de penser plus des individus comme moi demandent des voyages en avion, plus des ressources seront allouées à ce secteur. C'est comparable à dire plus je mange de viande, plus de vaches seront élevées et abattues. Je- Pourquoi j'utilise le bœuf comme exemple? J'utilise aussi l'exemple, par exemple, de les vaches qui produisent beaucoup de tonnes de CO2, qui, par exemple, génèrent beaucoup plus de CO2 négatif que le font les poules ou des porcs. Mais c'est juste une comparaison pour pouvoir l'adapter aux deux narratifs que je vous ai montrés. Merci encore. Merci de nous avoir parlé, Alberto, et de cette présentation et de nous montrer, de parler de ton point de vue et ce que veut dire aussi de pouvoir trouver des manières aussi de polluer moins. Merci encore à Tatiana, à Adriana et à Alberto. Euh, cette transformation écologique ne doit pas être un choix, ce doit être un choix que nous devons prendre tous pour avancer vers une écologie intégrale. En réalisant cette comparation entre cette justice que nous réalisons, les choses que nous faisons chacun, nous aidons à ce monde plus juste, ce monde plus propre et mieux pour tout le monde. Nous sommes un peu à un court de temps, je suis vraiment désolé. J'ai vu qu'il y a plusieurs questions que nous pourrons désormais pas répondre aujourd'hui, mais je suis très contente de votre présence, tout le monde. On n'aura pas le temps pour réaliser ce débat, mais je veux quand même prendre une minute pour remercier Tatiana, Adrena et Alberto, aussi aux interprètes, toute l'équipe en coulisses. Et merci à chacun et chacune d'entre vous pour le travail fidèle, constant et précieux que vous portez dans vos communautés. Alors que nous continuons dans la joie de Pâques, alors que nous approchons du premier anniversaire du décès du pape François, nous sommes invités non seulement à faire mémoire de lui, mais aussi à vivre plus profondément le message qu'il nous a confié, en particulier à l'occasion de cette semaine Laudato Si. Nous vous invitons chaleureusement à répondre à cet appel, poser une action concrète et documenter-la sur la plateforme d'action Laudato Si. Merci d'avoir participé. Nous vous espérons vous retrouver le 23 mai pour le 2026 Creation Care Commissioning Event de la semaine Laudato Si, ainsi que lors de notre prochain webinaire le 18 juin à 16 heures, heure de Rome. D'ici là, que Dieu vous bénisse toutes et à tous et merci beaucoup.